Et Lys Toyota se livrent à une belle bagarre. L'empoignade durera 10 tours. Sept minutes de course, en perdition, l'ALD de François Migaud. À l'origine, vraisemblablement encore une casse mécanique. À bout de souffle, la vieille ALD. Il est temps que Louis Descartes mette en piste la nouvelle. La destruction totale ici de l'ancienne va sans doute accélérer les choses. Témoin de l'accident, Almeras. Et ça fait bien l'affaire de Brundle, car Pescar, donc ralentissement, donc économie de carburant. Le pari osé du début se révèle extrêmement payant pour l'Anglais. Vue aérienne du magnifique circuit de l'île Notre-Dame, magnifique mais étroit et bosselé. Migaud découvre l'étendue des dégâts. Un peu plus loin, l'Alba Buick est elle aussi arrêtée. Il faudra 21 minutes au commissaire pour évacuer les deux voitures. On croit rêver. Derrière la Corvette ZR1 Pescar, Brundle s'impatiente. Schlesser, Maas, Blundell semblent plus sereins. La suite des événements va leur donner raison. Le Pescar disparaît et c'est reparti. Toujours dans le même ordre, la Jaguar, les deux Mercedes, la Nissan, la Toyota, la Porsche de Bob Volek et la deuxième Jaguar de Jones. Pas de fierté au volant, on en reparlera plus tard. Plus loin, à la lutte avec la seconde Nissan d'Acheson, Keke Rosberg et la Peugeot. Ils naviguent autour de la 11e place. Suite du feuilleton, duel pour la 4e place, Blundell contre Lys, Nissan contre Toyota. Geoff Lys finira par prendre le meilleur sur son compatriote. Une demi-heure de course. Accrochage entre la 905 de Rosberg et la Spice de Vélez. Tête à queue du Finlandais. Admirable manœuvre pour repartir. Mais la Peugeot connaît des problèmes d'alimentation. Une canalisation s'est déboîtée dans le réservoir. 2 tours plus tard, c'est l'abandon. Retour en piste du Pescar, c'est le jeu. Tout le monde en profite pour ravitailler. Sur la Mercedes numéro 2, Wendlinger, le jeune espoir allemand, a relayé Maas. À sa sortie des stands, il est dans le sillage de la Jaguar pilotée par Lamers. Brundle et Lamers, on l'avait déjà vu à Donington, sont des spécialistes de l'obstruction. Absolument déchaînés, Wendlinger cherche à tout prix à trouver l'ouverture. Un jeu terriblement dangereux, souvent à plus de 250 km/h. Lamers, Wendlinger et Baldi, bien revenus, passent sans la voir devant la Jaguar de Jones, arrêtée définitivement. Et le duel continue. À bout d'arguments, Lamers finira par céder aux deux Mercedes, mais quelle bagarre! Quelques tours plus tard, Baldi va dépasser facilement Wendlinger. Trop facilement peut-être. Oui, la Mercedes numéro 2 connaît un problème. En roulant sur un débris, c'est la crevaison à l'arrière droit. Beaucoup de temps de perdu pour rentrer au stand. À la faveur de la seconde neutralisation, la Porsche de Gross puis la Nissan de Bailey occupent un instant la tête de la course. Départ des stands de Wendlinger après son changement de roue. Cac. Gros plan sur la Nissan de tête, une grande première qui ne durera pas longtemps. Un peu plus loin, affrontement entre Porschistes.
À la clé, la 4e place. En rouge, la 10, la Kremer de Schneider-Bart. En rose, la Lloyd de Rother-Ansgar. Fin du rêve pour Nissan. Baldi et sa flèche d'argent fondent sur Bailey qui, consommation oblige, doit s'incliner. C'est fini, il n'y a plus de Jaguar en course. On en profite pour cuisiner un peu Walkinshaw à propos du remplacement brutal d'Alain Ferté par David Jones. Alain était rapide au volant, mais pas suffisamment lorsqu'il y avait aménagé la consommation. Nous l'avons envoyé 2 jours faire des essais à Monza pour faire des kilomètres, mais cela n'a pas suffi. En fait, dans cette histoire, vous n'êtes pas très clair, monsieur Walkinshaw. Coéquipier de Brundle, Alain n'a jamais eu réellement l'occasion de beaucoup rouler, ni en essai, ni en course. Dans ces conditions, sans entraînement, comment voulez-vous être extrêmement compétitif? 60e tour. Une des nombreuses plaques d'égout qui jonchent le circuit est arrachée. C'est l'accident. La Porsche de Jesus Parreira est en feu. La Spice de Vélez, la Cougar de Morin et la Porsche de Huisman sont aussi accidentées. Heureusement, à part quelques légères brûlures pour Parreira, pas d'autres bobos. On est passé à 1 mm du drame. Quel scandale! Parreira est fou de rage, on le comprend. Il n'y a pas de médecin, pas d'ambulance. Le pilote espagnol devra revenir à pied. À juste titre, le directeur de course préfère arrêter définitivement l'épreuve. Il a raison, plaques d'égout et course automobile ne font pas bon ménage. Le maire de Montréal a promis de nombreuses améliorations et modifications du circuit pour 91. Cela semble indispensable s'il veut conserver la Formule 1 et les sports proto. Pub. On revient en Andalousie dans quelques instants. Quand on trouve comme ça des champs de coton à 200 mètres d'un circuit, on sait de toute façon qu'on est très loin de chez soi. À propos de voyage, les inscriptions du Camel Trophy sont ouvertes. L'expédition, elle sera de toute façon extraordinaire. Mais avant, il y aura les sélections. Et ça, faites-moi confiance, les sélections, elles vont l'être. Coton. Au grand concours TF1 Trophy 91, vous pouvez gagner un 4K Trophy Réplica 90, 500 guides du 4K. Pour jouer, Minitel 3615, code TF1. Quand on parle de Jerez, on pense surtout en ce moment plutôt à la Formule 1. On oublie parfois que c'est aussi un apéritif pour lesquels ces jeunes filles font un tout petit peu de publicité. Alors si je vous dis kangourou, vous pensez à quoi? À l'Australie bien sûr. Ça tombe bien, Vincent Hardy nous emmène au championnat du monde des rallyes. L'Australie, théâtre de la 8e épreuve du championnat du monde des rallyes. Si pour les pilotes, le titre est quasiment à portée de main de l'Espagnol Carlos Sainz, qui totalise 115 points contre seulement 67 à Didier Auriol, son principal adversaire, côté marque, Lancia ne possède que 13 points d'avance sur sa rivale nippone Toyota, alors que les années précédentes, le titre mondial des constructeurs était pratiquement acquis après les 1000 lacs. Autant dire que la fin du championnat du monde s'annonce passionnante, à commencer par ce rallye d'Australie, placé sous le signe du duel Lancia-Toyota. C'est pourtant un troisième larron qui se distingue d'entrée. Kenneth Eriksson sur Mitsubishi s'adjuge 3 des 4 spéciales de la première étape. Au général, il devance la Lancia de Juha Kankkunen de 6 secondes, Carlos Sainz sur Toyota de 24 secondes, Fiorio et sa Lancia sont 4e à 36 secondes. Et Didier Auriol, me direz-vous, le Français, grippé au départ, abandonne dès la 2e spéciale le radiateur crevé après avoir effectué un tonneau. Explication. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que bon, quand on a fait le tonneau, il y a le capot, la charnière du capot pour ouvrir le capot
qui a appuyé sur le radiateur dans le choc et qui nous a fêlé le radiateur d'eau. Donc une fuite d'eau, et donc on a été obligé d'arrêter. Véritable hécatombe française en Australie, puisqu'Alain Oreille, en tête de la Coupe du Monde du groupe N, doit aussi renoncer peu après le départ, mettant fin à une série de 11 rallyes sans abandon. Il y avait une souche d'arbre coupée qui était à la corde et surtout cachée par une plante verte. Et donc on ne pouvait pas la voir et j'ai un peu mordu dessus et ça m'a arraché le triangle, mais sans crever. Le choc n'a pas été très important, mais disons que la roue était braquée et ça a fait un impact assez vicieux sur la roue et ça m'a surtout déboîté le triangle. Fin de l'épisode Les Malheurs français, retour à la course et à la deuxième étape, marquée par l'abandon du Suédois Kenneth Eriksson, embrayage cassé, auteur jusqu'alors d'un sans faute. C'est donc la Lancia de Juha Kankkunen qui prend les devants. Vainqueur ici l'an passé sur Toyota, le Finlandais qui n'a plus gagné depuis compte au terme de la seconde étape 65 secondes d'avance sur Sainz. Vient en troisième position la Lancia d'Alex Fiorio, l'Italien parvenant à conserver sa troisième place malgré une sortie de route et un train arrière endommagé. Les deux dernières étapes n'apporteront aucun changement au classement général. 7e et 1er du groupe N, Tommi Mäkinen sur Mitsubishi. Déjà vainqueur en Nouvelle-Zélande et chez lui au Mille Lacs, le Finlandais, après l'abandon d'Alain Oreille, prend une option sur le titre mondial. En 5e et 6e position, on note le bon comportement des Mazda, du Suédois Karlsson et du Belge Demevius. Mazda qui, au championnat du monde des constructeurs, pointe désormais en 5e position. Surprise à la 4e place avec la Subaru du Néo-Zélandais Possum Bourne qui obtient ici son meilleur résultat de la saison. Il est vrai que les violents orages qui se sont abattus à la veille de ce rallye sur la région de Perth ont défoncé les pistes tracées dans la forêt d'eucalyptus, creusant de profondes ornières. Conséquence, seuls 40 véhicules sur 62 au départ ont joint l'arrivée. Sur la 3e marche du podium, on retrouve la Lancia d'Alex Fiorio, juste derrière l'Espagnol Carlos Sainz. Le pilote catalan qui a remplacé Kankkunen chez Toyota au poste de pilote numéro 1 en début de saison est désormais on ne peut mieux placé à 3 manches du terme pour remporter le titre mondial. Il suffit à Sainz d'un seul petit point pour devenir le premier Espagnol à remporter le championnat du monde. Juha Kankkunen s'impose quant à lui pour la première fois de la saison et pour la deuxième année consécutive en Australie. J'ai pas mal de chance dans ce rallye. J'ai couru 10 fois chez moi en Finlande sans jamais gagner. Je viens 2 fois ici et autant de victoires. Kankkunen prend par la même occasion la 2e place du championnat du monde des pilotes avec 70 points à 60 points de Carlos Sainz. Au classement des constructeurs, les 3 dernières épreuves, San Remo, la Côte d'Ivoire et le RAC, seront décisives. En effet, Lancia ne devance Toyota que de 6 petits points. Le 21 octobre 1805, la flotte française et la flotte espagnole sortent de la rade de Cadiz. Quelques heures plus tard, elles retrouvent ici même la flotte anglaise. Pour l'amiral Horatio Nelson, comte de Bronte, c'est la plus belle manœuvre de tous les temps. Pour la flotte française et espagnole, c'est un désastre. Cet endroit s'appelle le Cap Trafalgar. La semaine dernière, dans la Formule 1, il y a eu aussi un coup de Trafalgar. Le Alain Decaux de la Formule 1, c'est Jean-Louis Moncet. On le rejoint sur le circuit de Jerez, tout près d'ici. Le coup de Trafalgar version Grand Prix du Portugal dimanche dernier. De 3 choses l'une. Ou bien Mansell est un pilote très maladroit, car on n'a jamais vu un départ aussi catastrophique entre 2 équipiers placés sur la première ligne. Ou bien Mansell a vraiment fait exprès de tasser son équipier et son geste est inqualifiable. Ou bien entre ces 2 extrêmes, il y a une solution intermédiaire. Mansell intimide Prost et sa manœuvre lui explose entre les mains. Cependant, il y a un témoignage important et c'est une photo parue dans Auto Hebdo qui montre que les Ferrari auraient pu rattraper la situation si Mansell, une fois en ligne, avait redressé. Mais il ne l'a pas fait. Fitzman, le dessinateur d'Auto Hebdo, a décrit la situation de façon très clairvoyante.
Mansell ayant serré Prost dans le mur, Senna, Berger et Piquet ont évidemment profité de la situation. Il faut 12 tours à Prost pour déborder Piquet et 12 autres tours pour retrouver une formidable formation composée de Senna, Berger, Mansell et Prost. 27e tour, Mansell perd les pédales et Prost réussit à s'infiltrer. Les 4 vainqueurs potentiels de ce Grand Prix du Portugal sont regroupés en moins de 3 secondes. La course est fantastique. Surviennent alors les arrêts pneus, moins de 7 secondes pour Senna. Plus de 12 secondes pour Prost. Tout est à refaire pour Prost et quoique privé de sa 6e vitesse, le Français va parvenir à recoller au groupe de tête. Et le Grand Prix du Portugal est un nouveau paroxysme. 50e tour, Mansell dépasse Senna, il est le nouveau leader de la course. Le Britannique frôle la catastrophe avec Philippe Alliot, mais il s'en débarrasse promptement. Pendant ce temps, Prost est revenu, et de quelle façon, au contact des pilotes McLaren. Au 59e tour, il dépasse Berger, il reste alors 12 tours et tout est possible pour le champion du monde. Mais non, la course est interrompue au 61e tour à cause de l'accident de Caffi. Peu après l'arrivée, Prost laisse éclater sa colère à propos du geste de Mansell au départ et à propos du laxisme général de Cesare Fiorio, le patron de la Scuderia Ferrari. 6 jours plus tard, les essais du Grand Prix d'Espagne. Bon Alain, le quatuor Mansell, Prost, Cesare Fiorio, Ferrari, on en est où? De toute façon, au quatuor, c'est évident qu'il est là jusqu'à la fin de la saison. Donc on verra l'année prochaine. Pour moi, je suis très content d'un côté d'avoir, je dirais, mis les choses au point. D'un autre côté, je suis très déçu de voir tout ce qui a pu se dire après ce problème-là. C'est évident que c'est pas bien publiquement peut-être de déclarer certaines choses. C'est pas bien pour l'image de Ferrari, c'est pas bien pour moi. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui non seulement qui connaissent pas le problème, mais qui déforment et qui renversent un petit peu le problème et la situation. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai vu d'autres. L'essentiel, c'est justement de progresser, de faire progresser les choses, de faire progresser l'équipe. Et de ce côté-là, je peux vous garantir que l'année prochaine, ça aura progressé, ça c'est sûr. Jean-Louis Bernardelli vous a parlé au début de cette émission de l'accident de Donnelly. Samedi matin, les rails sont protégés par des pneus à l'endroit fatidique. Et avant d'entrer dans le vif des qualifications, voici une petite leçon de politesse donnée par 2 grands champions, Senna et Prost, sur un circuit où les dépassements sont difficiles. Après un accrochage avec Schneider qui ne l'a pas vu, Prost rentre à son stand en décélérant. Remarquez l'attention qu'il porte à ses rétroviseurs. Regardez Senna en pleine attaque et qui trouve le moyen d'indiquer à Mansell l'endroit où la Ferrari doit dépasser la McLaren. Le même geste vu de l'intérieur. Des grands champions en même temps que des pilotes responsables, mais l'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi cette démonstration? Tout simplement parce que, au moment de la dernière heure de qualification hier après-midi, il s'est passé de nombreux incidents. Alain Prost, lui, eut la chance d'effectuer un tour parfait, 1 minute, 18 secondes et 824 millièmes, soit le 2e meilleur temps de la hiérarchie finale. Et voici Ayrton Senna en action. Il s'élance, soudain, devant lui, vous allez voir, l'Osella de Grouillard bute sur la Benetton Ford de Piquet au ralenti, Piquet qui n'avait pas vu Grouillard. Les 2 hommes s'invectivent et Senna survient. Il choisit heureusement de passer à droite. La tragédie a été évitée de justesse. Alors, dans ce même tour, Senna va repousser encore plus loin les limites de l'extrême et du sublime. 1 minute, 18 secondes, 387 millièmes. La pole position, la 50e pole position de Ayrton Magic Senna, un record
un sommet dans l'art de la Formule 1 moderne. Étonnant, magistral, phénoménal Senna. La grille de départ de ce Grand Prix d'Espagne. Première ligne, Senna, Prost. Deuxième ligne, Mansell, Alesi. Troisième ligne, Berger, Patrese. Quatrième ligne, Poutsen, Piquet. Cinquième ligne, Nannini, Warwick. Sixième ligne, Martini, Gugelmin. Septième ligne, Alio, Nakajima. Huitième ligne, Suzuki, Pirot. Neuvième ligne, De Cesaris, Bernard. Dixième ligne, Capelli, Larini. Onzième ligne, Grouillard, Tarquini. Douzième ligne, Donelli, Dalmas. Mais Donelli ne prend pas le départ et l'emplacement de sa voiture restera libre. 13e ligne, Modena, Alboreto. Non qualifiés, Brabham, Barilla, Schneider et Gachot. Non préqualifiés, Moreno, Langes et Giacomelli.